Merci du fond du cœur, mon cher Geoffroy. Merci d'avoir réuni, rassemblé les militants de Neuilly, les militants de Hauts-de-Seine, les militants bien sûr de notre famille politique, mais d'abord vous, les militants de la France. Si vous êtes ici, si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons la France au cœur. Nous avons l'amour d'une nation que nous voyons aujourd'hui dangereusement déclinée et que nous voulons voir redresser. Merci à chacune et chacun de me consacrer cette soirée, d'être mobilisé et de croire en la France, de croire en son avenir et de nourrir collectivement et individuellement une espérance. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes encore convaincus que notre famille politique a un avenir, et non pas un avenir simplement pour elle-même, mais un avenir pour reconstruire, rebâtir, offrir un nouveau départ à cette France, oui, que nous aimons, que j'aime passionnément. Alors ce soir, je suis très heureux d'être à Neuilly, très heureux d'être dans les Hauts-de-Seine, une ville, un département qui a porté, qui a marqué les succès d'une droite forte, Geoffroy, que tu as incarné à un moment, d'une droite, oui, tu l'as dit, de Charles Pasqua à Nicolas Sarkozy, qui a porté des moments de victoire que nous avons tous gravés au cœur, quelles que soient les circonstances qui s'en sont suivies. Nous avons vibré dans ces grands moments, nous avons communié dans cette victoire de 2007 et nous sommes là aujourd'hui tout simplement dans l'espoir de dire que nous voulons revivre ces moments de victoire, ces moments de conquête, ces moments de fierté, ces moments où nous avions le regard porté vers l'avenir. Alors j'ai envie ce soir, et c'est pour cela peut-être que je suis engagé dans cette compétition qui doit porter un nouveau président à la tête de notre famille politique. Moi j'ai envie ce soir de vous redonner de l'espoir. Vous dire que l'histoire de la droite républicaine, elle n'est pas terminée. Qu'il n'y a pas écrit inéluctablement le mot fin à la dernière page de ce livre de l'histoire contemporaine de la droite et de la France. Oui, j'ai envie que nous nourrissions ensemble cet espoir, cette fierté. D'abord, cette fierté d'être de droite. Parce que pour moi, être de droite, c'est d'abord, je le redis, aimer la France, une certaine France, une certaine idée de la France, comme aurait dit le général de Gaulle. Une France héritière d'une longue et glorieuse histoire. Une France, tu l'as dit, Amine, et dans ta bouche, ça a un prix particulier, ça a un sens particulier. Une France tout à la fois héritière d'une civilisation chrétienne, judéo-chrétienne, et d'une civilisation et de la civilisation des Lumières. Une France tout autant héritière de la Révolution française que du millénaire capétien. Une France héritière tout à la fois des soldats de l'an 2, de Valmy, des hussards et des grognards de l'Empire napoléonien, tout à la fois héritière de Jules Ferry, de Clémenceau, des poilus de Verdun ou du chemin des Dames, des résistants du plateau des Glières, des pêcheurs de l'île de Sein qui rejoignent le général de Gaulle à Londres pour former cette cohorte glorieuse des compagnons de la libération. La France, pour nous, c'est cette mosaïque tricolore, issue de cet héritage, issue de ces siècles, qui a formé ce drapeau que nous avons accroché sur notre cœur et que nous voyons toujours flotter avec fierté et avec émotion. Pour nous,
Cette France, c'est cette volonté de dire que oui, nous sommes les héritiers d'une identité, d'une histoire singulière, particulière, qui a éclairé le monde, et que nous voulons que cette glorieuse histoire que nous avons reçue en héritage, nous puissions la transmettre à nos enfants. Pour moi, être de droite, c'est aimer cette France, c'est aimer notre culture, nos paysages, nos modes de vie, notre littérature, notre culture, si spécifiquement française, contrairement à ce que pense M. Macron. Oui, nous sommes les héritiers de cette culture, de cette histoire, et notre devoir, c'est la défendre. Être de droite, pour moi, c'est aimer la France, c'est aimer son histoire, c'est aimer sa culture. Être de droite aussi, et je le dis avec fierté, en le revendiquant. Mon slogan, vous le savez, c'est la droite au cœur. Eh bien, avoir la droite au cœur, au-delà de vouloir défendre une certaine idée de la France, c'est vouloir aussi promouvoir l'autorité, l'autorité de la loi, l'autorité de la famille, l'autorité du pacte républicain, l'autorité de l'école de la République. Là où nous voyons, avec désespérance, cette autorité aujourd'hui mise à mal, érodée, s'effondrer même, là où nous voyons le désordre gagner nos rues, là où nous voyons le chaos migratoire défier la capacité de la République à vouloir choisir qui elle accueille ou qui elle ne veut pas accueillir. L'autorité d'une école de la République que nous avons en nostalgie, une école où on respectait le maître lorsqu'il rentrait dans la classe, où les élèves se levaient avec respect, avec reconnaissance, une autorité qui était celle de familles qui ne laissaient pas leurs gamins dériver dangereusement et être laissés aux mains des bandes, de la violence, des trafiquants. Oui, cette autorité aujourd'hui, elle nous fait défaut. Et être de droite, pour moi, c'est vouloir, bien entendu, dire avec force que nous voulons et que nous nous battrons pour le retour de l'autorité républicaine. Et puis, être de droite, pour moi aussi, et je le dis ce soir avec la force de mes convictions, de mes valeurs, je crois des convictions et des valeurs que nous avons en partage. Pour moi, être de droite, c'est défendre la liberté. La liberté, c'est aussi notre héritage, c'est notre bien le plus précieux. Et cette liberté, aujourd'hui, elle est chaque jour, à chaque instant, de plus en plus remise en cause. Eh bien oui, notre chemin, notre parcours sera demain de réinstaller au cœur de notre nation une liberté qui encourage ceux qui travaillent, qui récompense le mérite, qui souligne l'effort, une liberté qui nous délivrera des chaînes qui entravent l'initiative de ceux qui bâtissent, qui construisent, qui investissent, souvent avec leur argent, des chefs d'entreprise, des professions libérales, qui aujourd'hui sont assommés par le poids d'une technocratie qui nous étrangle, d'une bureaucratie qui nous paralyse, d'une fiscalité qui nous étrangle de plus en plus. Alors oui, ce soir, eh bien, je suis venu vous parler de cette droite, de ma fierté d'en être et de vouloir en être demain le porte-parole à la tête de notre famille politique. De la droite qui marie identité, autorité, liberté au service du redressement d'une nation. Alors je suis heureux ce soir d'être avec vous, d'être devant et avec des militants de cette France. Parce que si vous êtes militant des Républicains, si vous êtes encore militant des Républicains, nombreux, très nombreux ce soir, c'est parce que oui, vous avez cette espérance et parce que oui, vous aimez cette France que je veux évoquer, que je veux voir revenir au plus haut sur le chemin de crête, sur celui des sauvés.
Alors merci, et je commencerai par vous, à tous les militants. Merci d'être fidèles, d'être restés fidèles. C'est tellement difficile, c'est tellement difficile. Patrick et Geoffroy, et en saluant votre courage, en saluant Patrick d'abord la force de ton propos, son humour, sa bienveillance à mon égard, mais en saluant aussi ton courage parce que tu as repris, tu as relevé le drapeau qui était à terre. Tu as redressé un peu comme au pont d'Arcole ce drapeau que d'autres avaient délaissé par peur du combat. Eh bien, tu l'as fait dans la fidélité à des valeurs. Et pour moi, ce mot fidélité, il s'inscrit au sommet de la hiérarchie des valeurs de l'engagement politique. La fidélité, c'est une valeur cardinale, c'est une valeur fondatrice, c'est une valeur première. Et tu incarnes cette fidélité là où nous avons tellement, et vous incarnez aussi cette fidélité. Vous les militants qui n'avez pas douté, vous qui n'avez pas été sensibles, Geoffroy le rappelait tout à l'heure, aux sirènes de ce nouveau monde qui a tellement vieilli en 5 ans, qui est devenu, allez, on a l'impression que c'est un vieillard sans force, tellement ce nouveau monde merveilleux dont on nous promettait l'avènement, qui allait abolir le vieux monde ringard. Eh bien aujourd'hui, c'est ce nouveau monde qui apparaît tellement désuet, tellement dépassé, tellement impuissant, tellement ancien finalement, et qui manque de souffle, d'énergie, de muscles, de courage. Alors oui, eh bien vous avez résisté à cet appel de l'opportunisme. Vous avez refusé, et c'est hélas malheureusement pas le cas de tout le monde, et vous savez ce que vous en avez payé le prix ici. Eh bien, ce nouveau monde, il est caractérisé par des convictions fluctuantes, changeantes. L'opportunisme s'est substitué à la fidélité aux valeurs. L'opportunisme a servi de boussole à des gens qui n'avaient pas de conviction, qui n'avaient simplement que des intérêts, qui n'avaient pas de racines, mais qui avaient simplement des envies, des ambitions. Alors oui, merci à chacune et chacun d'être là pour m'écouter. Peut-être, et je ne vous en dissuaderai pas, pour me soutenir. Encore mieux pour voter pour moi dans quelques jours maintenant. Mais si vous êtes là d'abord, oui, c'est parce que vous êtes des hommes et des femmes de fidélité qui aimaient la France. Merci du fond du cœur. C'est par vous les militants que je voulais commencer. Alors mes amis élus qui sont ici m'excuseront de cette hiérarchie que j'ai installée, mais merci à tous ceux qui ce soir m'ont rejoint, aux parlementaires qui me soutiennent. Je salue ma directrice de campagne, Alexandra Borchio-Fontin, je salue le sénateur Damien Régnard, je salue nos députés, Éric Boger, Anne-Laure Blin, tout à l'heure Roger Carucci, qui est en séance au Sénat, va nous rejoindre, Philippe Juvin, seul député des Hauts-de-Seine, va également nous rejoindre. Je veux saluer bien sûr les maires qui sont ici avec une nostalgie, une amitié, c'est pas une nostalgie, mais c'est une amitié liée au moment que nous avons partagé ensemble à l'Assemblée nationale, en saluant le maire de Courbevoie, mon ami Jacques Ossowski. Merci Jacques d'être là. On a vécu ensemble ce moment un peu éloigné où on était dans la majorité, de 2007 à 2012 à l'Assemblée nationale. Merci à Yves Révillon, le maire de Bois-Colombes. Merci à Vincent Franqui, conseiller départemental du canton de Puteaux. J'ai vu Marido Ashliman, qui est notre secrétaire départemental de la fédération, qui nous a rejoints, au maire d'Anières, avec pensée amicale pour Manuel aussi. On a siégé ensemble à l'Assemblée. Tous les élus qui sont
ici ceux qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, nous formons cette grande famille des Républicains. Cette grande famille, il ne faut pas se le cacher, elle est en difficulté, elle est même en grande difficulté. 32% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 pour Nicolas Sarkozy, 4,78 en 2022. Bien sûr, c'est une pente extraordinairement dangereuse. Vous vous demandez où cela va s'arrêter. Est-ce qu'on continue, comme pour la France, sur le chemin du déclin, où on a l'énergie, la force de puiser au plus profond de nous-mêmes, dans nos valeurs, dans le courage qui doit nous animer, les ressorts du redressement. Bien, c'est tout le sens de ma démarche et c'est tout le sens de cette route que je veux vous proposer. Une route sur laquelle et au bord de laquelle je veux poser des repères, des balises, pour laquelle je veux définir une méthode, pour laquelle je veux définir un projet et pour laquelle je veux fixer un point de mire, j'allais dire une ligne d'horizon, mais depuis que certains ont capté ce mot, comme En Marche, j'évite de les bannir de les utiliser dans mon vocabulaire. Oui, nous avons besoin d'une ligne droite, dans tous les sens du terme, je vous le disais tout à l'heure, en commençant, je suis de droite, je ne m'en excuserai jamais, je le revendique et j'en suis fier. Et si la droite avait eu un peu plus cette fierté, je crois qu'on se serait laissé beaucoup moins dominer par les idées de gauche, par les commentateurs de gauche, qui nous ont imposé des tabous, des politiquement corrects, qui nous ont interdit de parler de certains sujets qui étaient des sujets de préoccupation premiers de nos concitoyens, de chacune et de chacun d'entre vous, et dont on a laissé progressivement le monopole à d'autres qui aujourd'hui l'occupent. Alors cette route, je veux vous dire comment nous allons l'emprunter, en tout cas comment je veux vous proposer de l'emprunter. Je crois d'abord que nous devons dresser le constat de ce qui nous fait défaut. Nous avons face à nous des adversaires, des concurrents redoutables. Je parle au niveau national, pas au sein de notre famille politique. Nous avons, que l'on les respecte, qu'on les respecte moins, que l'on les craigne ou qu'on les craigne moins, mais nous avons des dinosaures de la politique. Nous avons face à nous le président de la République, Emmanuel Macron, nous avons face à nous M. Mélenchon, incarnation des dangers qui menacent notre République, et notamment de ce communautarisme qu'il promeut et dont tu as si courageusement parlé, Amine, puisque c'est toi qui, dans cette émission extraordinaire de M6, tu as pris le message, le visage de la résistance à Roubaix, une ville qui s'est islamisée, une ville aujourd'hui qui a vu l'ouverture des commerces communautaires, et tu as eu le courage, au péril de ta vie, de dénoncer cette situation, et ça a été un choc, on en a beaucoup parlé à l'époque. Eh bien, M. Mélenchon, on le voit à l'Assemblée nationale, incarne cette complaisance face au communautarisme. Et puis on a Madame Le Pen. Chacun avec ses défauts, ce sont nos adversaires, donc les défauts sont supérieurs aux qualités. Mais il faut leur reconnaître qu'on sait où ils sont et qu'on sait qui ils incarnent. A contrario, mes amis, posez-vous une question. Qui est la voix, le visage de la droite aujourd'hui face à eux? Nous n'en avons pas. Donc je dresse d'abord ce constat de méthode. Depuis 2012 et notre défaite à l'élection présidentielle, nous n'avons plus gagné une élection depuis 2007, plus de 15 ans, une élection nationale. Depuis 2012, nous n'avons plus retrouvé de leader qui incarne la droite. Et comme nous n'avons pas eu ce leader naturel, et dans notre famille, nous avons toujours respecté les chefs. Voilà. Nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Nous sommes la famille de la droite républicaine. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle, de Georges Pompidou, Patrick, de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, 5 présidents de la République.
qui ont modernisé, construit, fait avancer la France, chacun avec leur sensibilité, leur tempérament. D'autres en ont fait plus que certains, mais peu importe. Tous ont écrit des pages dont nous n'avons pas à rougir. Et d'ailleurs, il faut arrêter en permanence de s'auto-flageller, parce que le général de Gaulle a bâti des institutions extraordinairement solides. Il nous a installés dans une indépendance stratégique, diplomatique. Il nous a fait entrer au sein du Conseil permanent, des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a, au cœur et au lendemain de la défaite, il nous a redonné de l'honneur. Il a modernisé avec la Ve République notre économie. Il a lancé toutes les grandes filières industrielles. Il a modernisé l'économie avec le nouveau franc. Georges Pompidou, c'est l'homme de l'industrie aussi, des grands projets, Airbus, le TGV, Ariane. Valéry Giscard d'Estaing, c'est la modernisation, c'est aussi, je le dis, un progrès extraordinaire pour les femmes avec Simone Veil. Jacques Chirac, c'est cette indépendance que nous avons retrouvée, le refus de la guerre en Irak. Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui a géré la crise, qui a sauvé nos économies pendant la tempête. Et je le dis en saluant Roger Carucci, qui a été le témoin de toutes ces grandes avancées depuis le début de la Ve République. Pas complètement, mais en tout cas, qui a été notamment aux côtés de Philippe Seguin. Eh bien, et je le salue avec amitié. Merci Roger d'être là. Je t'ai cité tout à l'heure, je disais que tu présidais la séance du Sénat. Voilà, donc nous sommes les héritiers de cette famille politique, de ces grands leaders. La droite, c'est la culture du chef. Voilà, on parlait de Charles Pasqua, on parlait de Philippe Seguin. On a toujours aimé nos grandes voix, nos grands leaders. Depuis 2012, on n'a pas retrouvé ce leader. Et comme on n'a pas retrouvé ce leader, eh bien, nous nous sommes aventurés dans une procédure hasardeuse qui est celle des primaires. Voilà. Comme on n'avait pas le leader naturel, on a inventé les primaires. Il faut bien reconnaître que ce fut un succès modéré dans le résultat. Et comme nous voulions mettre un handicap encore un peu plus supplémentaire pour nous rendre plus difficiles les choses, ces primaires, nous les avons organisées à 3 mois de l'élection présidentielle. Comme ça, on était sûr de l'échec. Là où nous avions des leaders installés depuis longtemps, quelquefois depuis des décennies, eh bien nous, on s'est dit non, mais on va choisir notre leader 4 mois ou 3 mois même avant le début de la campagne présidentielle. On a vu hélas le résultat, 2016, 2021, 2017, 2022, les 2 fois, pour la première fois sous la Ve République, nous n'avons pas été au second tour. Donc soit on continue pareil, c'est en gros, je le dis avec respect, avec amitié, parce que je veux demain qu'on se rassemble, mais c'est ce que proposent et c'est nos différences. C'est aussi le moment de poser les différences sur la table, c'est ce que proposent mes concurrents. En gros, de dire on ne change pas le système actuel. Voilà. On va choisir, on va voter qui sera notre candidat. Et on va le faire le plus tard possible, parce que peut-être d'ici là, en regardant la providence divine, eh bien l'homme providentiel va descendre du ciel et va s'imposer à nous. Je suis modérément croyant de cette providence électorale. Voilà. Donc je crois qu'il faudra et il faut changer de méthode, et c'est ce que je veux vous proposer. Si demain vous me faites confiance, je réunirai au premier trimestre, au premier semestre, un grand congrès fondateur de notre famille politique, pas en visio, pas avec un bouton électronique, une grande messe comme on aimait avant, oui, Charles Pasqua, Philippe Seguin, de leur voix tonitruante. Je me rappelle, j'étais jeune militant RPR, j'ai adhéré au RPR à 16 ans, je me rappelle de ces grandes messes, porte de Versailles, où j'étais au fond d'une salle où il y avait 40 000 personnes. On ne sera peut-être pas complètement 40 000 au mois de mars, hein, mais voilà, il faut bien recommencer. Et où on modifiera nos statuts. On modifiera nos statuts sur beaucoup de sujets pour donner plus de place aux militants, pour ouvrir, moderniser notre formation, pour créer une fondation des idées. Mais d'abord,
je vous le dis, si vous me faites confiance, je supprimerai ces primaires. Je supprimerai ces primaires parce qu'elles nous ont conduits à l'échec. Et je vous proposerai que le président du parti et le bureau politique qui l'entourera et qui sera issu dans la logique de cette élection du parti proposent un candidat à la ratification des militants. Au bout de la course, c'est vous qui direz oui ou non, mais on prendra nos responsabilités. Pas de primaire, et je le dis, parce que c'est le moment de tout se dire. Je reprendrai, c'est pas ma référence pourtant, parce qu'elle a beaucoup abîmé la France, mais une citation de Martine Aubry qui disait « Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Eh bien, ceux qui vous disent « Attention, il faut protéger notre candidat, il faut attendre, il ne faut pas se presser », j'ai plutôt l'intuition qu'ils ont d'autres idées pour ce candidat. Voilà. Que ce n'est pas forcément seule l'idée de le protéger ou de le promouvoir. Mais que peut-être pour eux-mêmes, ils ont une petite arrière-pensée qui disent sûrement l'entendu, si les autres sont pas au rendez-vous, peut-être ça pourrait marcher. Voilà. Et moi, je mets des choses sur la table, clairement, et je vous le dis aujourd'hui, moi, si demain vous me faites confiance, je pense que d'abord, il y aura une voix, un visage, et Patrick m'a prêté quelques qualités tout à l'heure que je ne redis pas, je n'aurais pas osé les vanter moi-même, et tu l'as fait, je te remercie. Geoffroy aussi, eh bien, il y aura un chef au parti, et puis il y aura un candidat à la présidentielle, et pour moi, je le dis aujourd'hui, parce que ce serait vous tromper de dire quelque chose aujourd'hui, de faire une autre demain. Pour moi, celui qui réunit le plus d'atouts, de qualité, de talent pour porter ce message, c'est Laurent Wauquiez. Pourquoi? Pour des raisons négatives, parce que les autres ont échoué. On a déjà essayé, et les autres ont échoué. Et je le dis aussi, j'ai participé au congrès, donc je me mets aussi dans cet échec collectif sur la candidature à la présidentielle. Et puis surtout pour des raisons positives. Voilà, parce qu'il a extraordinairement réussi dans sa région, parce qu'il est talentueux, parce que c'est un brillant orateur, parce que c'est un brillant débatteur, et parce qu'il incarne aussi cette France des territoires, où il y a des racines, où depuis le Puy-en-Velay, il y a cette histoire, cette civilisation chrétienne qui a trouvé ses racines, et puis voilà, il est un produit aussi de cet élitisme républicain qu'on ne doit pas renier, parce qu'il est important, et parce que les talents sont rares, et qu'ils méritent d'être soutenus. Un chef, il nous faudra un projet audacieux, courageux, novateur, d'une droite moderne, pas ringarde, voilà, pas tourné vers le passé. Le passé, c'est notre mémoire, notre héritage, il faut le conserver. Mais il faut aussi mesurer que notre société évolue. Il faut entendre le message des citoyens des villes. Il faut entendre le message des jeunes, des familles. Il faut oser aborder des sujets qu'on n'utilisait plus, qu'on ne regardait plus parce que ce sont ceux des préoccupations. Voilà, la droite, elle doit être moderne demain. Elle doit être ouverte sur la société. Elle ne doit pas être recroquevillée. Elle ne doit pas être limitée sur une petite frange que je respecte, mais qui n'est pas à l'image de toute la société. Nous devons parler à tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur classe sociale. Et nous devons le faire avec des valeurs sans tabou. Nous devons parler d'environnement, parce que c'est aujourd'hui, et la peur climatique est au cœur de toutes les angoisses d'une jeunesse qui se dit: est-ce que mes enfants vont pouvoir vivre encore sur cette planète? C'est à la droite, je prends cet exemple, de promouvoir une écologie rationnelle, intelligente, scientifique, bref, tout le contraire de Madame Rousseau. Voilà. Ce n'est pas l'interdiction du barbecue, ce n'est pas l'interdiction de la viande, ce n'est pas parce qu'on va dégrader des chefs-d'œuvre dans nos musées, ce n'est pas parce qu'on va blesser des gendarmes qui protègent l'adduction d'eau, qui est quand même l'exigence d'une agriculture moderne
pour qu'elle reste au niveau pour nourrir les Français, ce n'est pas cette écologie punitive, cette écologie régressive, cette écologie de la décroissance qui va régler le problème. La droite doit dire, nous faisons le pari du progrès, de la science, nous ne voulons pas interdire tel ou tel équipement, tel ou tel moteur qui déstabiliserait d'ailleurs notre industrie automobile, mais nous devrons être les promoteurs de moteurs, notamment à l'hydrogène, qui permettent la décarbonation de l'économie. Nous devons être à la pointe de l'innovation, de la recherche sur l'habitat. Nous devons être accompagnateurs de ceux qui vont faire une mutation écologique. Nous devons les aider, nous devons promouvoir toutes les initiatives innovantes. Nous devons lancer un immense plan d'investissement de plusieurs centaines de milliards d'euros au niveau européen pour l'habitation, pour les transports, pour l'énergie. C'est tout cela ce que nous devons dire. Nous ne pouvons laisser le monopole des sujets essentiels à des obscurantistes passéistes qui ont une vision dictatoriale et qui considèrent, comme les marxistes l'avaient fait en tentant de prendre le pouvoir par la force, que comme ils ont échoué, eh bien ils reviennent avec l'alibi de l'écologie qui pour eux n'est qu'un alibi. Donc c'est ça aussi que doit être cette droite des idées. Donc je veux qu'on promeuve un grand projet, celui qui va parler aussi de l'environnement, celui qui va parler de l'éducation, qui va remettre l'école à niveau là où elle est aujourd'hui, le signe malheureusement le plus éclatant du déclin français, avec un niveau scolaire qui s'est effondré, avec 20% des gamins qui rentrent en 6e, qui ne maîtrisent plus la lecture, avec un niveau d'effondrement des matières scientifiques, des mathématiques, de la physique, qui nous empêche demain d'être au premier rang de ces progrès scientifiques, parce que si on n'a plus de formation scientifique, on n'aura plus d'ingénieurs, on n'aura plus de moteurs de la croissance, on n'aura plus de médecins. Voilà la réalité aussi, l'environnement, l'école, la famille, que nous devons préserver, parce qu'elle incarne aussi ce que nous avons de plus précieux, un modèle familial qui a été tellement attaqué par M. Hollande, par M. Macron, notamment au plan fiscal, avec l'abaissement du quotient fiscal, avec la fin de l'universalité, chère Anne-Laure Blaine, qui travaille beaucoup sur ces questions à l'Assemblée, des allocations familiales. Ces sujets, nous devons les aborder, nous devons parler de culture, nous devons parler du modèle français. Je proposerai la semaine prochaine un grand projet avec 12 travaux d'Hercule à engager pour redresser la France. Et dans ces travaux, dans ce projet, il y aura 3 piliers porteurs. L'autorité, l'identité et la liberté. L'identité, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça caractérise cette droite que je veux incarner, porter, promouvoir, défendre. L'identité, c'est lutter contre toutes les formes de séparatisme, de communautarisme. C'est dire que l'islamisme est notre ennemi, que le voile est le symbole de cet islamisme, que nous n'avons pas à reculer comme l'a fait M. Macron, que nous avons le devoir d'interdire le port du voile pour les fillettes, que nous avons le devoir d'interdire le port du voile pour les accompagnants scolaires, que nous avons le devoir d'interdire le port du burkini dans nos piscines, sur nos plages, dans nos équipements publics. Autant de sujets qu'a refusé d'aborder M. Macron lorsque je les ai défendus avec constance. L'identité, c'est dire aussi qu'on ne peut pas devenir français par hasard, que la nationalité, ça se mérite, ça se souhaite, ça, c'est le fruit d'un long engagement. On est français. On est français par le sang, où on devient français aussi par la volonté d'y adhérer. Oui, je suis pour le droit du sang, contre le hasard du droit du sol, parce que ça garantit aussi qu'on devienne français par héritage ou qu'on devienne français par volonté et qu'on ne devienne pas français par hasard. Et cela me paraît essentiel.
Oui, l'identité pour moi, c'est dire aussi que nous devons arrêter ce chaos migratoire qui fait que chaque année, depuis l'élection de M. Hollande, 4 à 500 000 étrangers en situation irrégulière arrivent en France. Ça veut dire 4 millions depuis 2012. Ça veut dire 2 millions, l'équivalent de la ville de Paris, depuis 2017 avec l'élection de M. Macron. Dans mon département, je salue un élu des Alpes-Maritimes éminent, le professeur Bernard Assot, qui a accompagné et qui accompagne mon ami Bernard Carayon, ancien député du Tarn, maire de Lavore, qui est ici, par ailleurs le père de Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains, talent ô combien immense, et qui dirige les Jeunes Républicains et qui, accessoirement, c'est aussi une forme de talent, me soutient. Merci à Bernard. Bien, nous voyons chaque jour, j'étais encore vendredi à la frontière, chaque semaine, 1000 étrangers en situation irrégulière sont interpellés à Menton, porte d'entrée de la route des migrants en France, quelquefois 7 à 8 fois. Ils sont ramenés en Italie, et puis les policiers nous disent, au bout de la 7 ou 8e fois, on ne les voit plus, ça veut dire qu'ils sont passés. On ne prend même pas leur empreinte quand ils sont interpellés, parce que ce n'est pas prévu par le code Schengen pour les non-admissions. Cette situation, elle a conduit à quoi? Elle a conduit à des ghettos. Elle a conduit aujourd'hui à la montée du communautarisme. Et elle conduit aussi à une situation qui a justement, décrit pour la première fois, dans un accès tardif de lucidité, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, en démontrant qu'aujourd'hui, une des causes premières de la montée de la violence dans notre pays, c'était l'immigration. C'est pas moi qui l'ai dit, si je le dis souvent, et depuis très longtemps, depuis même plusieurs années, lorsqu'on me disait, on m'accusait de dérive extrémiste. Eh bien, M. Darmanin l'a reconnu, à Paris, en Île-de-France, 50% des mises en cause sont étrangers. 50% des personnes qui commettent un crime ou un délit sont étrangers. 80% de ceux qui commettent des vols à la tire sont étrangers. Donc il faut en tirer toutes les conséquences. Aujourd'hui, 25% des places de prison sont occupées par des étrangers, alors que la population étrangère est à peine, si j'ose le mot, officiellement de 10% de la population nationale. Sans parler de la délinquance d'origine étrangère. Donc on a cette situation qui doit nous conduire à faire de la préservation de notre modèle républicain une priorité. Nous avons toutes les mesures pour lutter contre cette immigration. Aujourd'hui, l'immigration, en gros, c'est quoi? Ce sont des frontières supprimées, quasiment ouvertes. C'est un modèle social extraordinairement généreux qui sert de pompe aspirante à cette immigration, avec des prestations sociales souvent servies dès le premier jour, c'est le cas notamment pour les allocations familiales, et c'est une incapacité à reconduire vers leur pays d'origine ceux qui sont en situation irrégulière. On l'a vu avec l'affaire Lola, l'assassin présumé, c'est bien Philippe qui arrive, voilà. Bien ici. Je salue Philippe Duvin. Philippe Duvin, président de votre fédération, je veux dire de notre. Merci Philippe, qui était également au Sénat, tout en n'étant pas sénateur, mais qui était en réunion au Sénat. Je suis très sensible à ta présence. Bon, tu étais au siège, non? Au siège du parti, pour une réunion. Merci à toi. Donc je disais, cette immigration qui est source de ces difficultés, cette incapacité, comme l'a démontré cette affaire tragique, terrifiante, odieuse, indicible par sa barbarie, de l'assassinat de cette petite fille par
une personne qui avait bénéficié, subi ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français, 120 000 obligations de quitter le territoire français, à l'encontre des 800 000 étrangers en situation irrégulière, à peine 5% exécutés en 2021, c'est-à-dire quasiment rien. Donc ça traduit aussi cette impuissance. Il faudra en la matière tout changer. Il faudra avoir la volonté de reconduire. Il faudra réinstaller la double peine pour les délinquants. Dire très clairement que quelqu'un qui est arrivé en France, que la France a fait l'honneur d'accueillir, avec laquelle finalement elle a signé un contrat de confiance, lorsqu'elle déchire ce contrat de confiance en commettant un acte de délinquance, la réponse doit être claire, immédiate, c'est la prison et l'avion. La conséquence, elle doit être... Nous devons réinstaller cette identité. Nous devons défendre aussi notre autorité républicaine, fortement, l'ordre républicain partout, combattre le fléau du trafic de drogue qui gangrène notre jeunesse. 3 milliards de chiffre d'affaires, 30 000 emplois, 4 000 points de deal revendiqués, qu'on vend, qu'on reloue officiellement au regard de nos autorités sans qu'il y ait réellement une action déterminée. Là encore, nous avons les réponses, nous y avons beaucoup travaillé. Il faudra d'abord commencer par protéger ce qui nous protège, pour que notre société ne sombre pas dans la loi des bandes, du plus fort, de la violence. Il faudra protéger ce qui nous protège, protéger l'uniforme de la République, celui de nos policiers, de nos gendarmes, de nos policiers municipaux, de nos pompiers agressés dans les quartiers par de nouveaux barbares, de nos médecins, de nos magistrats, de nos agents pénitentiaires, de nos douaniers. Comment? Avec une mesure simple, là encore, que tout le monde, en tout cas les intéressés, doivent et peuvent comprendre, celui qui touche à l'uniforme de la République, le soir même, il dort en prison. Ça s'appelle une peine systématique. Je me limite à ces symboles, mais restaurer l'ordre républicain, ça veut dire mobiliser des moyens. C'est voter une grande loi de programmation sur la justice et la sécurité. C'est créer 30 000 places de prison. C'est donner des moyens à notre justice, à nos magistrats pour que les peines soient exécutées. C'est donner des moyens à nos policiers pour qu'ils travaillent dans des commissariats décents, dans des véhicules décents. C'est faire en sorte que la peur change de camp. Voilà ce chantier immense sur l'autorité. J'ai travaillé des heures, des nuits à l'Assemblée nationale. Les textes sont prêts. Nous sommes confrontés au manque de volonté, à l'impuissance de ceux qui nous gouvernent pour les mettre en place. Parce que c'est toujours la parole, c'est toujours les discours, c'est toujours les slogans, mais les actes ne suivent jamais. Et puis enfin, sur cette route, pour les balises de ce projet, que je veux que notre famille soit le porteur, le promoteur, l'innovateur, eh bien, il y a aussi la liberté. C'est notre bien le plus précieux, essentiel. Et aujourd'hui, cette liberté, elle est chaque jour un peu plus remise en cause. Nous ne sommes plus en liberté, je le dis, quand nous sommes dans un pays qui consacre 58% de sa richesse à la dépense publique. Vous savez quel est le montant en Chine? 33%. C'est-à-dire qu'on est presque 2 fois plus collectiviste que la Chine. Nous sommes dans un pays qui dépense un argent public inconsidéré. Cet argent public, il vient d'où? Il ne vient pas du ciel en pluie fine. Il vient essentiellement de vos poches, mes amis. Et généralement, on nous dit qu'on prend cet argent public d'une poche pour la redistribuer de l'autre. Généralement, on la prend dans la poche droite pour la redistribuer dans la poche gauche. Mais cet argent public, oui, il est le fruit de votre travail et il est le fruit de vos impôts. Et comme on dépense sans compter, dans le pays des chèques sans provision, surtout à la veille des élections, ça c'est le privilège de M. Macron, eh bien, comment on finance ces dépenses? D'abord par la dette. 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. 45 000 € pour chacune et chacun d'entre vous.
le trésorier de la fédération, mon cher Philippe, ne prélèvera pas le remboursement de la dette à la sortie de la salle, hélas pour la fédération, mais c'est le poids de la dette qui pèse sur chaque Français aujourd'hui. Et puis, et la dette, ça représente, c'est tellement énorme qu'on ne voit pas ce que c'est, 3 000 milliards d'euros. La dette, c'est 60 milliards d'euros de remboursement par an. On a débattu du budget, Roger, Damien, les parlementaires qui sont là, Philippe. Le service de la dette, c'est aujourd'hui quasiment le premier budget d'État. 60 milliards d'euros. C'est 15 milliards d'euros de plus que le budget de la défense. C'est 3 fois le budget du ministère de l'Intérieur. C'est 5 fois le budget du ministère de la Justice. Voilà la réalité. Plus on s'endette, plus on est asphyxié. Et puis, une fois qu'on a mis de la dette de côté, parce que la dette, c'est aussi le fruit des déficits, dans ce budget, il y a 155 milliards d'euros de déficit, 500 milliards d'euros de dépenses, 350 milliards d'euros de recettes. C'est ça, la réalité. On finance par la dette ces dépenses qui excèdent les recettes. Et puis, comme on ne peut pas tout payer par la dette, eh bien, on les finance par l'impôt. Et là, mes amis, et vous le savez, peut-être plus qu'ailleurs encore, nous sommes le pays de l'OCDE qui, avec le Danemark, détient le triste record d'avoir les impôts les plus lourds au monde, les impôts et les charges. Nous sommes le pays qui, chaque année, gagne la Coupe du Monde des impôts. Et ça, c'est devenu insupportable. Vous le voyez dans votre vie quotidienne. Et c'est ce poids des dépenses publiques, c'est ce poids des impôts qui aujourd'hui entrave notre liberté. Et si on y rajoute le poids de la technocratie, le poids de la bureaucratie, on voit qu'on est dans un pays qui décroche au plan économique. On avait dépeint M. Macron en Mozart de la finance. Manifestement, 5 ans plus tard, on mesure qu'il devrait revoir un peu ses gammes, le Mozart de la finance. Parce que le bilan, il n'est pas glorieux. Quand on a de tels résultats, la dette parmi la plus élevée au monde, le chômage parmi les plus élevés en Europe, bien sûr il a baissé, mais il est 2 fois plus élevé que les meilleurs de la classe européenne. Le déficit commercial, 150 milliards d'euros en 2023. On ne produit plus rien. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on arrive à l'hiver. Il y a la question qu'on nous annonce en rationnement, parce qu'on n'a plus la capacité à produire notre énergie électrique, parce qu'on a déstabilisé la filière nucléaire qu'avait bâtie le général de Gaulle. On nous annonce qu'on n'aura plus de Doliprane cet hiver, parce qu'ils sont produits en Chine. Donc si on a froid et qu'on attrape la grippe, on ne pourra même plus avoir de Doliprane pour se soigner. Cette dépendance à l'étranger, où on a perdu, cher Bernard Carayon, notre souveraineté économique, notre souveraineté industrielle. Donc il faudra demain promouvoir un grand projet de liberté. Nous ne regagnerons du pouvoir d'achat qu'en faisant baisser les impôts. Je le dis, la droite, les républicains doivent être le parti de la baisse des impôts. Toute une vie, on paye des impôts qui nourrissent cette montagne de prélèvements obligatoires. Voilà. D'abord, même pour ceux qui imaginent ne pas payer d'impôts, ils en payent 25% sur leur salaire. C'est l'écart entre le net et le brut. Pour ceux qui pensent ne pas payer d'impôts, ils en payent en faisant le plein de leur véhicule. Sur 1,50 € de carburant, il y a au moins 1 € qui va à l'État. Ils en payent sur leur énergie, sur leur électricité, sur le gaz. Et ils payent même la TVA sur la taxe, sur l'énergie, sur la TICPE. Donc, on paye tout ça. Il y a ceux qui payent l'impôt sur le revenu, très lourd, jusqu'à 45%, et avec même une surtaxe qu'on rajoute. 10% des Français qui paient 80% de l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a la CSG aussi, sur les revenus. Pour les retraités notamment, je ne sais pas s'il y a des retraités dans cette salle, je vous vois tous très très jeunes. Et s'il y en avait, vous mesurerez le poids de la CSG qui a été augmenté par M. Macron. Et une fois que vous avez payé tous ces impôts et que vous décidez de constituer un petit capital, acheter sa résidence principale, eh bien là on vous impose la taxe foncière, l'IFI,
Et si par malheur vous avez le tort d'habiter à Paris, sous le joug de Madame Hidalgo, vous voyez aujourd'hui qu'elle a augmenté la taxe foncière de 52%. Le délire absolu. Regardez ce que porte une politique aussi perverse. Des dépenses sans compter. Et pour boucher les trous, après qu'on se soit endetté 10 milliards d'euros de dettes, Rachida Dati l'a dénoncé justement tout à l'heure, pour la ville de Paris, eh bien, lorsque les arbres ne peuvent plus monter jusqu'au ciel avec la dette, eh bien, on pressure le contribuable. C'est ce qui arrive aux Parisiens, c'est ce qui demain nous menace et qui est déjà le cas en France. Et donc, vous avez ces impôts, la taxe foncière, l'IFI, qui frappe aussi beaucoup de familles, à Paris, à Neuilly, qui est un impôt qui est injuste, je le dis aussi, parce que, et qui est surtout improductif, parce qu'il a permis, il a favorisé le départ de beaucoup de contribuables vers l'étranger. Et il faudra le supprimer demain, je le dis. Et nous avons, au final, lorsqu'on a payé tout ça, la volonté, quelquefois, de transmettre ce patrimoine à nos enfants, et là, il y a l'État qui se rappelle à nous en disant « Ah non, ça ne fonctionne pas, il faut que vous payiez l'impôt sur la mort, l'impôt sur les successions. » Eh bien, là aussi, j'ai été le premier pendant le Congrès à demander, Philippe, on a débattu, on était d'accord sur ce sujet, comme sur beaucoup d'ailleurs, et j'avais proposé, M. Macron vous a suivi d'ailleurs, la suppression, enfin, pas la suppression pour lui, mais moi je demande, et ça sera dans mon projet, la suppression de l'impôt sur les successions. Et la suppression de il faudra aussi, mes amis, dans ce grand projet de liberté, parce que pour moi c'est le travail qui libère, qu'on réhabilite le travail, qu'on rémunère plus le travail par rapport à l'assistance. Voilà, il faudra que l'écart se creuse à nouveau. On ne peut pas vivre dans un pays qui délivre jusqu'à 6 000 € de prestations sociales à une famille par mois et dans un pays qui verse des retraites miséreuses à ceux qui ont travaillé toute une vie. Il faudra que l'écart entre l'addition de toutes les prestations et les revenus du travail soit plus important. Il faudra plafonner toutes les prestations à 75% du SMIC par personne, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et il faudra faire en sorte qu'on augmente nos salaires parce que les salaires sont trop faibles aujourd'hui, par une diminution des cotisations salariales et patronales pour rapprocher le net du brut. On gagnera du pouvoir d'achat, non par des chèques comme le fait M. Macron, mais en augmentant aujourd'hui les rémunérations, en diminuant les impôts et les charges. Voilà ce grand projet de liberté. On pourrait en parler, je m'aperçois que je parle trop longtemps, mais on pourrait en parler des heures. Mais la liberté doit être au cœur de ce projet. Voilà, les grandes bases de ce projet. On pourrait y rajouter la santé, Philippe. On voit aussi dans la dégradation de la situation comment notre système de santé, dont on était si fiers avec le professeur dont incarne l'excellence, eh bien, s'est dégradé à une vitesse accélérée au cours des dernières années. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire. On a vu cet effondrement qui a notamment laissé nos aînés, nos personnes âgées, celles à qui on doit tout, celles pour lesquelles une société doit se mobiliser au bord du chemin, en leur refusant notamment, comme je l'ai démontré pendant ma commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la crise sanitaire, l'accès à l'hôpital. Voilà les grandes bases de ce projet de redressement. Et puis, j'avais commencé par la méthode sur le choix de notre candidat, je finirai aussi pour vous dire un mot sur les alliances. Parce que c'est souvent une question que l'on pose. Certains prônent une alliance avec M. Macron, d'autres prônent une union des droites. Je le dis très clairement, pour moi, ni l'un ni l'autre. Pour moi, une famille indépendante, forte, une famille qui ne peut pas s'allier avec un pouvoir qui aura tellement abîmé notre pays, avec le bilan que j'évoquais tout à l'heure, sur la montée de la violence, sur le chaos migratoire,
sur la dégradation de nos comptes publics, sur l'altération de notre indépendance stratégique, sur la perte de souveraineté juridique où nous n'avons plus de capacité à agir parce que nous sommes bridés par les conventions internationales européennes, par les jurisprudences du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui privent les législateurs que nous sommes d'une grande capacité d'action. Eh bien, tout cela, c'est le bilan que nous avons devant nous. Comment on pourrait s'allier avec un pouvoir qui a laissé la France dans cet état? Je le dis, pour moi, il n'y aura pas d'alliance avec un pouvoir qui a tellement abîmé notre pays. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous faire part de cette feuille de route pour redresser notre famille, pour redresser la France. Pour porter ce projet, il faudra une méthode, il faudra une organisation, un parti modernisé qui fasse confiance à ses militants, plus confiance, qui les écoute plus, qui les consulte plus, à ses cadres. Il faudra aussi réhabiliter la parole publique dans le débat démocratique, une parole publique souvent à laquelle vous ne croyez plus. Pour mettre en place ce projet, il faudra balayer les oppositions, il faudra surmonter les obstacles. Je vous propose là aussi une méthode très claire, gaulliste, gaullienne, le retour au référendum, pour surmonter toutes ces difficultés, toutes ces paralysies, tous ces blocages, pour faire éclater cette technocratie, cette bureaucratie, ces pesanteurs, ces actions paralysantes. Il faudra redonner la parole aux Français. On ne réglera pas le problème de l'immigration si on n'a pas un grand référendum sur l'immigration. On ne réglera pas le problème de la sécurité si on n'a pas un grand référendum sur la sécurité. Voilà, nous avons à peu près jeté les bases de tout ce qu'il faut faire pour le pays. On a dans notre famille politique beaucoup de talent. Il faudra faire revenir vers nous. Ce n'est pas nous qui devons aller vers les autres. Notre chemin, c'est de faire en sorte que tous les électeurs de droite, ces 33% que j'évoquais du premier tour de 2007, ces 54% du second tour, eh bien reviennent, qu'ils soient partis vers M. Macron, qu'ils soient partis vers Mme Le Pen, qu'ils soient partis vers M. Zemmour. Ayons l'attractivité, le courage, la force de leur montrer un nouveau visage, un nouveau langage, une nouvelle attitude pour leur dire « nous sommes les seuls demain à pouvoir redresser la France, parce que nous aimons la France, parce que nous avons cet héritage, parce que le macronisme sombrera et disparaîtra avec le départ de M. Macron. Parce que moi, je me refuse, je le dis très clairement, à avoir à choisir demain entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Donc il n'y a qu'une troisième voie, c'est la nôtre, celle du courage. C'est la plus difficile, c'est la plus risquée, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. Et c'est celle que je veux vous proposer avec mes valeurs, avec ma fidélité, avec mon parcours, celui d'un élu des Alpes-Maritimes qui se bat depuis des années pour avoir une ligne claire dans une ville où le maire a basculé par opportunisme dans le camp de la majorité, guettant, espérant des places que demeurant il n'a jamais eu, dans une région où le président de cette région, là aussi, nous a trahis par un opportunisme de bas étage, là aussi guettant, espérant des places qu'il n'a jamais eu au demeurant et que son talent ne lui mérite pas. Voilà la réalité de cette situation. Eh bien, je veux demain faire en sorte de ce que modestement, ensemble, avec, comme Laurent Wauquiez l'a fait dans sa région, 19 députés LR, comme je l'ai fait dans les Alpes-Maritimes, 5 députés LR sur 9, ça voudrait dire que si on avait fait un peu partout pareil, on aurait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Parce qu'on n'a pas eu peur de parler à la droite, parce qu'on n'a pas eu peur de parler des valeurs de droite, parce qu'on n'a pas eu peur de les mettre en place. Et bien demain, ce que modestement j'ai tenté de faire dans mon département, dans ma ville,
Je veux qu'on le fasse dans notre famille politique, dans la clarté. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit avec sincérité, avec vérité, avec mon cœur. Bien sûr, personne ne peut faire l'unanimité. Mais en tout cas, soyez assurés de ma sincérité. Soyez assurés de la force de mes convictions, de ma volonté de ne jamais vous trahir, de vous dire la vérité. On vous a souvent menti, on vous a souvent fait peur, on vous a souvent dit non, mais voilà, et notamment lors du congrès, il y a d'autres chemins, on a vu là où ça nous a conduit. Alors, eh bien, tirons-en toutes les conséquences, dans la lucidité et dans la vérité. C'est cette route, mes amis, que je vous propose pour redresser la France. Merci de votre attention.